Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale sur le potentiel du continent et les différents secteurs dans lesquels l'Afrique a tout intérêt à investir. Le dossier du jour sera consacré au PPP, les partenariats publics-privés. Au sommaire également de cette émission, résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Burundi. Pas de sanctions, juste un message clair et une manière de mettre la pression sur le président Pierre Nkurunziza. Pas sûr que cela fonctionne. Et puis au Niger, 34 députés de l'opposition accuse le président Mahamadou Issoufou de haute trahison. Pourquoi leur démarche a-t-elle des chances d'aboutir? Ce sera l'un des débats de ce soir. Et justement, ils sont là, nos débatteurs avec nous autour de ce plateau, nos éditorialistes, Gracien Roukindikiza. Gracien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et notre invité délégué du JICAM en Europe, Jean-Marie Talley. Monsieur Talley, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Alors que l'ONU envisage d'envoyer des casques bleus au Burundi si les violences persistent, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris une résolution imposant au gouvernement du pays et à l'opposition de se rencontrer d'urgence pour trouver une solution à la crise. C'est un sujet de Lise Elsie Akizimana. L'ONU adopte une résolution sur le Burundi. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont approuvé à l'unanimité la résolution proposée et rédigée par la France sur le Burundi. Dans le texte, la résolution exige entre autres que l'opposition et le gouvernement se rencontrent d'urgence et que les autorités burundaises acceptent une médiation régionale. D'abord, c'est une bonne résolution qui va dans le sens de ce que le gouvernement avait toujours dit, qui va dans le sens de la politique intérieure du gouvernement burundais, qui n'a jamais été contre le dialogue, qui est toujours ouvert au dialogue et qui a toujours dit que le dialogue concerne les Burundais à la fois de l'intérieur et de la diaspora, hormis, je dis bien, ceux et celles qui sont poursuivis par la justice pour avoir trempé dans des troubles qui ont endeuillé à plusieurs reprises notre pays. La plupart de ceux qui sont considérés comme des putschistes se retrouvent au sein du Sénarède, Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi. Créée en juillet 2015, cette structure se présente aujourd'hui comme le seul interlocuteur face au pouvoir de Bujumbura. Le Sénarède salue la résolution des Nations Unies et espère trouver une issue à la crise burundaise, mais sans le président Pierre Nkurunziza. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'il parle de négociation ou de dialogue dans le strict respect de l'accord de paix de réconciliation d'Arusha, ce qui veut dire aussi le respect de la constitution du Burundi. S'il reste ferme à cet aspect, c'est vraiment une très très bonne chose. Et surtout, il faudrait qu'il se donne des moyens alors pour pouvoir imposer ou convaincre le pouvoir de Bujumbura à venir négocier. Parce que je ne pense pas qu'ils seront pressés, étant donné que quand on parle de respect sans débat ni condition quelconque de l'accord de paix d'Arusha et de la Constitution du Burundi, cela signifie sans aucun doute qu'il faut alors dire non au troisième mandat, ce qui veut dire que le détracteur numéro 1 est celui qui a piétiné premièrement les règles et lois du Burundi, c'est le président Nkurunziza. Ça veut dire qu'il doit céder le fauteuil. On va leur parler des modalités de son départ, des modalités de mise en place d'une transition qui va préparer les élections futures pour remettre le Burundi sur la voie de la légalité. Le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique depuis avril 2015 après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat. Sa réélection n'a pas mis fin aux protestations et plusieurs heurts s'en sont suivis entre les jeunes des quartiers contestataires et la police. Depuis avril 2015, plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie et plus de 200 000 se sont réfugiés dans les pays voisins. Gracien, je me tourne vers vous parce que vous connaissez très bien ce dossier burundais. Il y a bien une résolution qui a été votée, mais elle exige seulement une réunion d'urgence entre l'opposition et le pouvoir. Aucune sanction ni mesure concrète n'a été prise contre le pouvoir burundais. Vous êtes déçu ? Non.
les Burundais ne sont pas déçus parce que c'est une grande avancée. Le Conseil de sécurité s'est réuni. On disait déjà que la Russie et la Chine n'allaient pas, disons, voter cette résolution. Et en même temps, la France, qui avait une position qui n'était pas très simple, une position vraiment très alambiquée. Et on a vu, c'est la France qui a pris le flambeau pour cette résolution. Surtout cette résolution, elle dit bien qu'elle reconnaît les accords d'Arusha. Or, ce sont les accords d'Arusha qui ont été violés. Si on dit bien qu'elle reconnaît les accords d'Arusha, ça veut dire que la résolution retire le titre de président à Nkurunziza parce qu'il n'a pas droit à un troisième mandat, comme ça le dit. Et en même temps, c'est une résolution qui impose le dialogue entre les opposants et le pouvoir. Est-ce que ça va fonctionner sur le président Pierre Nkurunziza, cette résolution, cette manière de mettre un peu la pression sur lui? C'est pas la première fois que le Burundi a eu une pression comme ça. Les pouvoirs, Buyoya en 2000, il a eu une pression du Conseil de sécurité, une pression de l'ONU. Cela ne sert à rien. Surtout, ce qui sert, c'est la pression de l'Union africaine, la pression de l'East Africa Community. Vous savez bien comment ça finira. Ça finira éventuellement par des embargos, des sanctions, quitte à ce que vraiment le pouvoir arrive à se dire que nous avons les caisses vides, on ne peut même plus acheter les armes, ce qui fait qu'on va dans des négociations parce qu'on commence à avoir faim. Sinon, le Conseil de sécurité, sa résolution ne sera pas vraiment quelque chose de très contraignante, mais en même temps, cela impose une certaine force qui peut intervenir si jamais ça dégénère. Il y a la MONUSCO à côté. Oui, Jean-Marie, justement, l'ONU, qui ne veut pas trop froisser l'Union africaine, y attendait qu'elle prenne justement des mesures concrètes. A-t-on raison d'en attendre plus de l'Union africaine? Je pense que l'Union africaine, si vous voulez, a des capacités de pression qui sont supérieures aux capacités de l'ONU, tout simplement. Pourquoi? Parce que comme il vient de le souligner, Gratien, ce sont des voisins. Des voisins peuvent faire une pression qui est directe et immédiate. Mais je ne sais pas comment est-ce que ce problème-là sera résolu, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme le disait Gratien là tout de suite, nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau, ce sont des accords d'Arusha qui fondent, si vous voulez, ce qu'est le Burundi aujourd'hui. C'est-à-dire, après pratiquement une décennie de guerre, c'est-à-dire, Feu Mandela s'est assis, il a dit ses frères s'entretuaient, on a posé une résolution sur la table. Mais que vous ayez un individu, c'est-à-dire qui se lève le président actuel et qui viole ces accords-là, parce que c'est un traité international qui est signé, bien que ce soit un dialogue inclusif, comment dirais-je, au Burundi, mais vous avez quand même la caution externe, la caution internationale qui a contribué en sorte que ces accords-là soient mis en place. Donc, moi j'ai peur d'une chose, c'est que le président actuel, bon, je dis le titre de président, je comprends bien que c'est un titre que Gratien ne veut pas utiliser, mais pour l'instant, il est en place. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, j'ai peur d'une radicalisation de ce côté-là, c'est-à-dire que ce soit vraiment la fuite en avant. Déjà, on va s'asseoir pour venir rediscuter des accords d'Arusha. Ça voudrait dire, ça implique automatiquement la destitution du président actuel. Donc, cette destitution-là, je ne sais pas si elle sera acceptée, mais toujours est-il que la situation est assez cornélienne là. Ce que nous vivons là actuellement, je ne sais pas comment est-ce que ça va se terminer parce que je ne vois pas le président actuel, c'est-à-dire laisser la place et dire que bon, je m'en vais sans qu'il y ait vraiment des pressions fortes au niveau international et c'est nécessaire. Monsieur Talley, l'issue diplomatique est encore possible selon vous? Je dirais que l'issue diplomatique est possible, sauf que je mettrai un bémol à ce que vient de dire mon homonyme Jean-Marie. Par rapport à l'Union africaine, parce que quand on voit l'Union africaine très absente de la plupart des conflits africains et très absente en matière de résolution des véritables solutions réelles sur le terrain, depuis ces dernières années, on se pose quand même des questions. Maintenant, si à supposer que le président actuel, parce qu'il est quand même là, il est en exercice, même si on n'est pas d'accord avec le titre de président ou bien la fonction de président qu'il peut incarner, s'il s'avère qu'il n'est pas à sa place et qu'il doit être remplacé, alors quelle est la solution de remplacement? Et celle-là, je n'ai pas, à ma connaissance, je ne la vois pas encore très clairement. Parce qu'on oublie très souvent un petit peu le peuple derrière. Et la pression qu'on dit mettre en place une pression de la communauté internationale, c'est le peuple qui souffre en premier, d'abord. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on réserve au peuple d'abord et ensuite à celui qui va le diriger?
Les 34 députés de l'opposition ont déposé ce mercredi 11 novembre auprès du bureau de l'Assemblée nationale un document d'accusation de haute trahison contre le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou. Ces députés accusent entre autres le chef d'État d'avoir bradé les ressources naturelles du pays. Mais cette requête risque de ne pas aboutir puisque l'opposition ne dispose bien évidemment pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Lise Elsia Kizumana. Les députés de l'opposition accusent le président nigérien Mahamadou Issoufou de haute trahison. 34 députés issus de l'opposition ont déposé ce mercredi 11 novembre 2015 une requête de mise en accusation du président pour haute trahison auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Ils l'accusent entre autres de brader les ressources naturelles du pays. Il brade les richesses naturelles de l'État, y compris les richesses financières de l'État. Il y a aussi un exemple, les 9 milliards qui ont été saisis par la douane nigérienne au niveau de l'aéroport. Donc la douane a fait toutes ces investigations. Elle a abouti à ce que c'est un transfert illégal. Elle a préparé les documents de sanctions et au dernier moment, on lui dit non, lâchez ces gens-là avec leur argent. Et avec tous ces éléments-là, il y a des violations de son serment de faire respecter la Constitution. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons dit trop c'est trop. Il faudrait que ce type-là s'arrête pour pouvoir s'expliquer et dire à la nation nigérienne s'il y a des raisons pour lesquelles il est en train de se conduire de la sorte. L'opposition ne compte que 35 députés sur les 113 de l'Assemblée nationale. Si la requête est déclarée recevable, elle risque donc de ne pas aboutir puisque les 2/3 des députés sont de la majorité présidentielle. Nous avons au Niger une majorité qui se renforce de jour en jour. Plus on avance vers les élections, plus notre majorité se renforce. Et notre majorité se renforce au niveau du Parlement parce que leur opposition s'effrite. Ils ont aujourd'hui 35 députés alors qu'ils devraient en avoir, vous vous rappelez très bien, une cinquantaine, voire même moins d'une soixantaine de députés. Mais nous avons aujourd'hui 35 députés qui constituent l'opposition parlementaire. Donc ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de se distraire et de vouloir nous distraire, mais nous restons sereins parce que nous n'avons pas peur des débats qu'ils veulent provoquer, nous n'avons pas peur des arguments, on a des arguments qu'on peut leur brandir, des arguments objectifs, donc la majorité parlementaire reste sereine. Selon la majorité, il n'existe aucun texte de procédure qui permet aux députés de mettre en accusation le président de la République. Cette requête des députés de l'opposition intervient à quelques mois des élections. Le premier tour de la présidentielle est en effet prévu pour le 21 février 2016. Jean-Marie Bitomo, puisqu'on a deux Jean-Marie ce soir, une requête plus pour la forme, puisqu'elle a peu de chance d'aboutir pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que l'opposition ne dispose pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Tout simplement, je dirais que c'est une démarche inutile d'un côté, dans un sens. Mais à mon sens, je reviendrai sur autre chose. C'est-à-dire la problématique est posée là. C'est une problématique essentielle pour nous en Afrique. On parle toujours sur ce plateau de la signature des contrats léonins. Nous bradons nos ressources naturelles. Donc dès l'instant que nous bradons ces ressources naturelles-là, que vous ayez une voix qui s'élève pour essayer de pointer du doigt, parce que ça, c'est un problème qui va au-delà du Niger. La plupart de nos contrats sont des contrats qui sont signés à l'avantage des investisseurs étrangers qui sont là. Mais maintenant, j'ai cru comprendre que derrière ça, vous avez un problème de fonds qui ont été mouvementés. Bon, ça a été mouvementé à destination de qui? La société civile s'en est quand même pris de ce problème-là. Il n'y a pas que l'opposition au Niger, au Niger, pardon. Vous avez la société civile aussi qui s'en est pris du problème. Donc, sur le plan procédural pur et dur, bon, on n'a aucune chance pour que cela puisse aboutir. Mais le fait que ça constitue une sonnette d'alarme qu'on est en train de tirer avec les pays africains. D'ailleurs, vous m'avez interrogé là-dessus, Amira, la dernière fois que nous étions ensemble sur le plateau, concernant par exemple la corruption au Kenya, où vous avez des choses qui sont rocambolesques qui se produisent. Donc c'est d'utilité publique, c'est-à-dire de pouvoir alerter, c'est-à-dire de poser ces alertes-là par rapport à la gestion de nos ressources naturelles. Bien que, nous savons très bien que la procédure a aucune chance de pouvoir aboutir. Gratien, très rapidement, c'est vrai qu'on en parlait hier autour de ce plateau, ces pays qui, dans un souci d'attirer toujours plus d'investisseurs, bradent les ressources naturelles et négocient très mal les contrats qui les lient avec les grosses compagnies étrangères.
Ces pays ou ces présidents ne sont pas si bêtes que ça. Ils ne bradent pas, disons, sans contrepartie. Sans contrepartie. C'est que, en fait, c'est simple. Si on veut brader, si on veut vendre des mines, par exemple, à 1 million, et qu'on les brade à 600 millions, ça veut dire que à 600 000. Donc, ça veut dire qu'on finalement, on va demander de se partager la différence. Toujours, il y a un vol derrière. Ils ne sont pas si bêtes que ça. Concernant, juste un petit mot, concernant l'opposition nigériane qui a déposé cette requête, ils sont très intelligents. C'est pendant la phase préélectorale. C'est aussi une façon d'avoir la tribune. Ils se sont retrouvés partout dans les médias. C'est une façon aussi de dire, voilà ce que nous critiquons dans ce régime. On sait bien que ça n'aboutira pas. Mais ils ont gagné au niveau de la médiatisation et au niveau aussi de l'expression pour montrer, voilà, ça se passe mal dans le pays. C'est lui qui va se représenter. Il a beaucoup de fautes, donc tenez-en compte après. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa News.